Après un épisode sur Narzil, l'épée des rois, qui vous a beaucoup plu, on dirait, continuons dans les épées de légende, avec deux épées qui sont sans doute bien connues en terre du milieu. Enguerel et Englahel. Merci d'ailleurs à tous les bienfaiteurs sur Tipeee, Ulrek, Julien, Adventure et Nerwen. Vous êtes incroyables et vous me soutenez énormément. Si vous souhaitez les rejoindre, un don, même de 1 euro, c'est une aide monumentale. Merci d'avance, le lien est en fiche et en description. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, on est bientôt 20 000 et je compte sur vous pour exploser ce cap rapidement. Allez, on se lance tout de suite. Avant de parler des épées, cependant, il convient de tirer un rapide portrait du forgeron. Il avait pour nom Éole et vivait au premier âge du monde. Il avait élu domicile non loin de Doriath, dans la petite forêt de Nan Elmoth, et il y avait construit une forge. Parmi les anciens elfes, il était le seul à s'être lié d'amitié avec les nains. Leur voyage dans le Beleriand oriental suivait deux routes, et la route du nord amenait les nains près de Nan Elmoth. C'est là qu'il les rencontrerait. Éole souhaitait apprendre d'eux, et il partageait une amitié rare avec les nains des Montagnes Bleues. Invité de nombreuses fois dans les demeures de Nogrod et de Belegost, il développa sa grande habileté dans le travail du métal, tandis qu'ils apprenaient de lui une grande partie de ce qui se passait sur les terres des Eldar. De cette grande habileté, il conçut un truc, le Galvorn, un métal noir de jet qui était aussi dur que l'acier des nains, mais extrêmement malléable au point d'être fin et souple. Sachez qu'à cette époque-là, on n'avait encore pas entendu parler de mithril. Du coup, c'était le métal le plus solide du monde. C'est à partir de ce métal qu'il forgea une armure de sa propre fabrication, qu'il portait à chaque fois qu'il se rendait à l'étranger depuis Nan Elmoth. L'armure était résistante à toutes les flèches et à toutes les lames. Genre, Éole était intuable avec cette armure quasiment. Ainsi, le forgeron a appris son œuvre et la forge sauve. Toutefois, les épées de légende ne furent pas forgées de quelconque métal, ni même de Galvorn. Un jour, Éole découvrit qu'une météorite faite de métal était tombée du ciel. Voici ce qui allait lui servir pour forger ses lames. Ces lames d'ailleurs portèrent pour nom Enguerel et Englahel, car il arriva à en faire deux. Sur Enguerel, peu de choses sont connues, si ce n'est que Éole garda l'épée pour lui. Toutefois, Maeglin, fils d'Éole, vola cette épée un jour et l'amena probablement avec lui à Gondolin, mais ça c'est une autre histoire. Ainsi, l'épée finira sans doute à Gondolin, mais après ça, sa trace est perdue dans les eaux de l'histoire. C'est donc la fin de la lignée de cette épée pourtant si connue et qui avait un brillant avenir. Peut-être. La deuxième épée en revanche, un destin plus terrible. Après l'avoir forgée, Éole la donna à son suzerain, le roi Thingol de Doriath, en guise de paiement pour l'avoir laissé habiter dans la forêt de Nan Elmoth. L'épée, elle était belle. Pourtant, Melian, la femme de Thingol, mit son mari en garde contre la lame, car, selon elle, l'arme était empreinte de malice et de malveillance. Ainsi, l'épée, elle resta pendant longtemps dans les armureries de Menegroth, genre durant des années. Ça aurait pu être sa fin, on est d'accord, mais le destin devra la mettre entre plusieurs mains encore avant la fin. Sans entrer dans les détails, il y a un humain qui vivait parmi les elfes à Menegroth. Il s'appelait Turin, et il était le fils de Urin et de Morwen. Lorsque Turin il a eu à peu près 20 ans, il y a un elfe nommé Saeros qui l'insulta pendant un dîner royal. Genre, le gars, il a comparé la maison des hommes de Hithlum à des animaux. Enfin, c'est pas très sympa. Dans sa colère, Turin, il l'a frappé avec une coupe, le blessant. Le lendemain, Saeros tendit une embuscade à Turin dans les bois, mais il fut vaincu. Turin l'a privé de tous ses habits et lui a commandé de retourner à Menegroth en courant, le comparant à un animal. La boucle était bouclée, on est d'accord que ça aurait pu se terminer là. Mais, alors qu'il courait terrorisé, Saeros tomba dans un ravin et mourut. Saeros était assez proche du roi Thingol. Du coup, Turin a eu peur de la colère du roi. Il s'enfuit de Doriath. Et
Depuis ce jour, il s'est fait appeler Nathan, celui à qui on a fait du tort. Depuis quelques années, Turin avait un ami à Menegros. Cet ami s'appelait Beleg Cuthalion, l'arc de fer. Quand la nouvelle du départ de Turin fut connue, Beleg prit pour mission de retrouver le fils de Urin. Dans cette idée, il parla au roi Thingol qui lui ouvrit les portes de son armurerie personnelle. Faut deviner la suite, hein. Beleg s'empara d'Englahel et s'en alla dans la forêt, à la recherche de Turin. Si l'elfe retrouva Turin, il est à noter qu'aucun des deux ne revint à Doriath. Ils combattirent ensemble durant plusieurs années. Je peux que vous encourager à lire Les Enfants de Urin. Ce livre, il est difficile, on est d'accord, mais il est fantastique. Enfin, un jour, le campement des deux amis fut attaqué par les orques, et Turin fut fait prisonnier. Durant plusieurs jours, Beleg a suivi les orques dans le but de sauver son ami, mais les occasions étaient faibles, parce que les orques, ils étaient nombreux. Une nuit, Turin était inconscient après tant de tortures et de sévices subis au cours de la journée. Les orques, ils lui avaient laissé aucun répit. Il était épuisé, Turin. La pluie tombait sur son visage depuis plusieurs heures quand il sentit une présence non loin de lui. Il tendit ses muscles, prêt à recevoir de nombreux coups de fouet, comme tous ces jours avant. Mais ce fut une lame qui lui perça la chair, et dans un élan de chance, l'orque qu'il torturait avait défait ses liens en le piquant. Turin se releva en un éclair, retourna la lame contre son hideux propriétaire, et il était libre. Mais la demeure de son esprit flancha quand il reconnut le visage de Beleg, gisant au sol, sa propre épée, Englahel, plantée en lui. Pas besoin de vous expliquer, Turin, pour lui c'était une douleur immense, genre terrible, vraiment terrible. Mais cette histoire est racontée ailleurs. Et ce qui est important à savoir en revanche, c'est que l'épée réagit au meurtre de son propriétaire. Elle perdit son éclat et elle devint sombre. Turin la porta dans les années qui y suivirent et il l'amena à Nargothrond, où il la fit reforger. Bien que ses tranchants furent plus aigus que jamais, elle resta noire et sans éclat. Alors il l'a appelée Gurthang, le fer de la mort. Et lui-même, il fut connu sous le nom de Mormegil, le noir épée de Nargothrond. Le destin s'avance lentement, inéluctable, et si la vie de Turin est intéressante, c'est le destin de l'épée qui est le sujet aujourd'hui. Turin, on se garde pour la semaine prochaine, lundi 17h, tu notes? Tu viens, hein? Lundi prochain, 17h, on parle de Turin. Ainsi, pendant plusieurs années, Turin porta Gurthang, Englahel. Il tua le chef des Orientaux qui avait élu domicile dans les terres de ses pères, Broda. Il laissa l'épée pendant un temps pour laisser son passé de côté. Mais plusieurs années après, il l'a repris pour contrer la menace du dragon à Brethil. Turin réussit à tuer Glaurung avec Gurthang à Caben-en-Arras. Je me rends compte que là, vous avez rien compris. Caben-en-Arras, c'est un lieu, c'est ici. Gurthang, c'est l'épée de Turin et Glaurung, c'est un dragon. Mais à ce moment-là, il tomba frappé comme de transe lorsqu'il arracha l'épée du ventre de la bête. Brendir, il lui a dit alors que sa femme était en fait sa sœur, Nienor. Comme l'avait raconté Glaurung un peu plus tôt. Vous le connaîtrez si vous lisez Les Enfants de Urin. Turin, fou de rage et pensant que Brendir mentait, tua le pauvre homme avec Gurthang. Par la suite, Mablung a avoué à Turin que tout était vrai. Et Turin y retourna à Caben-en-Arras pour se suicider, s'adressant à Gurthang avec ces derniers mots. Salut Gurthang. Tu ne connais ni seigneur ni loyauté sauf la main qui te manie. Tu ne reculeras devant aucun sang. Veux-tu donc prendre celui de Turin Turambar? Veux-tu me tuer rapidement? Et de la lame sortit une voix froide qui répondit. Oui, je boirai ton sang avec joie, afin d'oublier celui de Beleg, mon maître, et le sang de Brendir. Tué injustement, je te tuerai rapidement. Par la suite, l'épée fut enterrée avec Turin et son nom n'apparaît plus dans l'histoire. Sauf dans la légende qui raconte que Turin portera Gurthang pour affronter Morgoth lors de la dernière bataille, la bataille finale à la fin des temps. Dagorath. Si cette épée semble prendre vie à la fin, c'est un mystère pour moi. Ajoutant encore une épaisseur à un pouvoir déjà bien étrange. Ok, je vous laisse en tirer vos propres conclusions si vous le souhaitez.
Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous connaissiez une de ces deux épées, ou au moins un Glachel. Ainsi que je vous l'ai dit, la semaine prochaine on parle de Turin. Parce que c'est frustrant d'effleurer l'une de mes histoires favorites sans pourtant entrer dans les détails. Si les mystérieux contes du Premier Âge vous intéressent, vous pouvez aller voir cette histoire d'amour qui montre comment un couple s'est dressé seul face à Morgoth. Merci, et à très bientôt au Terre du Milieu. Ciao!